le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est lundi, première sortie de la page internationale au Grand Journal du 14h. Il faut se mettre à neuf pour démarrer en beauté cette nouvelle semaine avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour le Grand Journal, Jodel François. Robans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Vers une inspection de Zaporizhzhia, des experts de l'AIEA en route vers la centrale nucléaire en Ukraine. Voici un reportage à signer Euronews. Une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route vers la centrale de Zaporizhzhia et devrait avoir accès au site dans les prochains jours. Après des semaines de négociations, un accord a été obtenu avec les Russes, dont les soldats occupent la centrale depuis les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine. Sans exagération, cette mission sera la plus difficile de l'histoire de l'AIEA, étant donné les intenses combats menés par la Fédération de Russie sur le terrain et la manière très flagrante avec laquelle la Russie tente de légitimer sa présence sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Kiev accuse Moscou de bombarder les villes ukrainiennes depuis la centrale de Zaporizhzhia. De son côté, le Kremlin, via son porte-parole Dmitry Peskov, accuse l'Ukraine de bombarder la centrale. La Russie assure par ailleurs soutenir la mission des experts de l'AIEA et qu'elle restera ouverte à la coopération avec l'agence onusienne en charge du nucléaire. Face au bombardement autour de la centrale, l'Europe craint une catastrophe nucléaire pire encore que celle de Tchernobyl en 1986. Nous avons une préoccupation commune. La première, la sûreté et la sécurité nucléaire ne sauraient être fragilisées par cette guerre. Et donc cette mission est importante, elle doit préserver cette centrale et la sécurité de la sûreté de toute la région. La deuxième, c'est que la souveraineté ukrainienne sur cette centrale ne doit pas être contestée. Le nucléaire ne doit pas être un objet de la guerre et il est important de défendre là aussi la souveraineté ukrainienne sur cette centrale. Ces dernières heures, Kiev et Moscou s'accusent à nouveau de frappes dans la région de Zaporizhzhia. Selon les Ukrainiens, des bombardements sur Nikopol et Enerhodar ont fait un mort et 10 blessés. Nous resterons toujours en Ukraine. L'Ukraine a annoncé lundi le début d'une contre-offensive à la région de Kherson, attendue depuis longtemps, pour reprendre le territoire du sud saisi par les forces russes depuis leur invasion il y a 6 mois. Voici un reportage à signer I24 News. Nouveau bombardement russe près de la centrale de Zaporizhzhia. Ces images distribuées par la présidence ukrainienne le confirment. Moscou réplique en accusant Kiev de bombarder la centrale. Le bombardement par les troupes ukrainiennes de la ville d'Enerhodar, située près de la centrale nucléaire, ne s'arrête pas. Au cours de la journée précédente, l'artillerie ukrainienne a tiré 8 obus de gros calibre sur des zones résidentielles de la ville. Il y a des blessés parmi les civils. 2 obus ont explosé à proximité du périmètre de la centrale nucléaire. Ce matin, l'AIEA a annoncé que ses experts se rendraient sur le site. Depuis la Suède, le ministre ukrainien des Affaires étrangères affirme que la Russie cherche à rendre légitime son occupation. Sans exagération, cette mission sera la plus dure de l'histoire de l'AIEA. Depuis le début de l'invasion, Raphaël Grossi cherche à envoyer sur place une équipe de spécialistes. La sûreté et la sécurité nucléaire ne sauraient être fragilisées par cette guerre. Et donc cette mission est importante, elle doit préserver cette centrale et la sécurité de la sûreté de toute la région. La deuxième, c'est que la souveraineté ukrainienne sur cette centrale ne doit pas être contestée. Sur le terrain, la contre-offensive ukrainienne a commencé. Dans la région de Kherson, la ligne de front russe aurait été percée. Hier, dans son discours du soir, le président Zelensky annonçait le retour de la souveraineté ukrainienne sur les territoires conquis par la Russie. L'Ukraine reviendra, c'est sûr. La vie reviendra, la dignité des habitants du Donbass reviendra. La possibilité de vivre reviendra.
Selon des spécialistes américains, la contre-offensive sera menée sur terre et dans les airs. Direction la Libye, le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah demande des élections. Voici un reportage signé Africa News. Après les affrontements qui ont causé la mort de plus de 30 personnes à Tripoli, Abdelhamid Dbeibah a souligné la nécessité d'élections. Les combats ont éclaté tôt samedi et ont opposé les milices fidèles au gouvernement basé à Tripoli à d'autres groupes armés alliés à une administration rivale qui cherche depuis des mois à s'installer dans la capitale. Cette agression a été surmontée et ils se sont détournés vaincus, traînant les queues de la déception et de la honte en marchant sur le sang des innocents qu'ils ont versé au nom du pouvoir et de leur ego gonflé. Ces affrontements ont fait craindre une guerre de plus grande ampleur à ses habitants. Le Premier ministre du gouvernement basé à l'ouest a souligné dimanche la nécessité de tenir des élections pour éviter un retour au sommet du long conflit libyen. Non aux solutions fabriquées de toutes pièces, oui aux élections. Non à la guerre, oui aux élections. Non à la prolongation et oui aux élections. Les affrontements entre milices ne sont pas rares à Tripoli. En mai, le Premier ministre rival basé à l'est, Fathi Bashagha, a tenté d'installer son gouvernement à Tripoli, déclenchant des affrontements qui se sont soldés par son retrait de la ville. Direction l'Irak, Moqtada Sadr quitte la politique. Lorsqu'il brandit son index et fronce les sourcils, l'Irak retient son souffle. Moqtada Sadr apaise de toute son aura de religieux chiites sur la scène politique et dans la rue, malgré les prises de position souvent changeantes. Voici un reportage signé France 24. Moqtada al-Sadr annonce sa retraite définitive de la politique. C'est le dernier coup d'éclat du leader chiite irakien au parcours particulièrement riche, car plus qu'un chef religieux, Moqtada al-Sadr est une personnalité incontournable de la vie politique irakienne. Pour comprendre son ascension, il faut d'abord revenir sur son histoire familiale. Les Sadr sont une famille de hauts dignitaires chiites, présents dans plusieurs pays. Ils sont considérés comme les descendants du prophète. Mais en 1999, Saddam Hussein fait assassiner son père, le grand ayatollah Mohammed Sadek al-Sadr. Moqtada reprend 4 ans plus tard le flambeau familial dans un Irak débarrassé de Saddam Hussein. Saddam City est rebaptisé Sadr City en hommage à sa famille. À partir de 2003, l'armée du Mahdi, la milice créée par Moqtada Sadr, combat les forces américaines. Il refuse toute influence des États-Unis après l'invasion de l'Irak et récuse tout lien avec l'Iran. En l'espace de quelques années, il devient un poids lourd de la politique irakienne. Il gagne en popularité auprès des Irakiens en se faisant le champion de la lutte anticorruption. L'ancien chef de milice radicale incite à de nombreuses manifestations, notamment en 2015. Il plaide pour la réforme, le slogan phare de sa campagne menée grâce à son alliance avec les communistes. Après avoir été mis à l'écart pendant des années par ses rivaux chiites, il sort victorieux des élections législatives de 2018. Sadr est le seul leader chiite à défier à la fois Téhéran et Washington, un positionnement sur lequel il assoit son immense popularité. Cela lui permet d'arriver en tête des élections parlementaires de 2021, mais ses tractations pour former un nouveau gouvernement n'ont jamais abouti. Son retrait ouvre une période d'incertitude. Il risque d'aggraver la crise politique dans laquelle le pays est plongé depuis le scrutin de l'an dernier. Avant de clore cette page internationale, Zone, que se passe-t-il dans le monde? Comment l'Europe est devenue la principale victime des sanctions contre la Russie? Écoutons un extrait de l'émission sur Unique 24. Cet hiver ou même cet automne, en fait, dès la rentrée, à quoi on peut s'attendre sur le prix du gaz et le prix de l'électricité? Est-ce que nous aussi, on va vivre des coupures ou alors des augmentations spectaculaires du prix de l'énergie? On a des gens qui nous disent qu'il va falloir en fait mettre des pulls et baisser de 2 degrés le chauffage parce que c'est le combat contre le réchauffement climatique plus la guerre en Ukraine. Enfin, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation qui va nous tomber dessus du coup dès cet automne et le plus dur, ça sera bien évidemment cet hiver. Il est clair que comme ils continuent leur politique de sanctions vis-à-vis de la Russie et que la Russie, évidemment, nous renvoie dans la figure les sanctions en arrêtant l'approvisionnement ou en baissant l'approvisionnement,
Je vous l'ai dit dès le début, nous ne remplacerons pas le gaz russe et nous ne remplacerons pas le pétrole russe. C'est physiquement impossible. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, si vous avez des gens à l'ouest qui continuent leur connerie en disant on va baisser de temps les importations venant de Russie, etc., ça n'est pas possible physiquement. Hein, je vous les ai expliqué pourquoi, parce que c'est pas le même pétrole, parce que le gaz liquide, il faut des méthaniers pour l'amener, etc. Tout ça fait que physiquement, c'est pas possible. À partir de là, soit on a des gens qui continuent dans leur espèce de pensée suicidaire, les Allemands, les Français, continuent là-dedans, et à ce moment-là, bah oui, on n'aura pas de gaz, donc à un moment, il faudra qu'on fasse des coupures. Pourquoi les Suisses, par exemple, ont annoncé qu'il y aurait 4 heures d'énergie et puis après 4 heures de coupure, etc. Mais tout simplement parce que je vous rappelle que le gaz russe, il transite par l'Allemagne. Si l'Allemagne coupe les ponts, les Suisses, ils n'auront rien. Donc, ils vont dépendre d'une décision suicidaire prise par l'Allemagne. Alors, nous aussi, ça va nous impacter. Comme je ne vois pas nos dirigeants revenir en arrière, mais au contraire plutôt poursuivre dans leur bêtise, eh bien c'est nous qui allons régler l'addition, mais comme d'habitude. Mais je dirais à la limite, tu vois, Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette page internationale. La production est signée de Prod, réalisation Télébel Top pour le cœur de la radio évangélique au Sénat 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour aujourd'hui, la chaleur toujours présente parmi nous, à Boston, 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Robans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique au Sénat 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi accompagné de la radio. Bonsoir et bon début de semaine. À demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.